Antoinette Kibi, secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, accompagnée de Madame Loumeto, membre de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la femme, ancienne ministre en charge de la promotion de la femme. Madame la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue à l'atelier de restitution des études sur les obstacles et inégalités entre les sexes imputables aux us et coutumes impactant négativement l'émancipation de la femme et sur la participation de la femme à la vie politique en République du Congo. Organisé par le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la femme, en partenariat avec le Centre de la prospective de développement en sigle CEPROD, ce 24 mai 2023 au sein de l'AOJC. L'atelier sera marqué par plusieurs temps forts, dont le déroulé se décline de la manière suivante. Dans un premier temps, Madame la secrétaire exécutive nous présentera son mot de circonstance, suivi immédiatement des présentations des deux études par le chef d'équipe du CEPROD, le professeur Ngalebay. Dans un second temps, nous passerons aux échanges sur les résultats et les recommandations des études. Après échange, Madame la secrétaire exécutive remerciera les participants et pour m'immortaliser cet instant, une photo de famille est prévue, suivie des interviews et de la collation. Mesdames et Messieurs distingués invités en vos rangs, grades, qualités respectives, sans plus tarder, je vais respectueusement accorder la parole à Madame la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme pour son mot de circonstance. Madame la ministre Loumeto Pombo, chère maman, une des doyennes du combat de la promotion de la femme, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères invités, Mesdames et Messieurs les représentants des conseils consultatifs nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des associations et organisations non gouvernementales luttant pour les droits de la femme, des ordres professionnels et des sociétés savantes, Mesdames et Messieurs les chercheurs du Centre de prospective pour le développement, CEPROD, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Comme nous le savons tous, institué par l'article 232 de la Constitution du 25 octobre 2015, le Conseil consultatif de la femme comprend, conformément à l'article 2 de la loi organique numéro 14/2018 du 15 mars 2018, qui en détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement, une assemblée générale et un secrétariat exécutif permanent. Organe délibérant, l'Assemblée générale tient, sur convocation du président de la République, des sessions sanctionnées par des avis adressés au président de la République sur la condition de la femme et des suggestions au gouvernement visant à promouvoir l'intégration de la femme au développement. Organe exécutif, le secrétariat exécutif permanent, quant à lui, assure la gestion quotidienne du Conseil consultatif de la femme dans l'intervalle des sessions. À ce titre, il est chargé de préparer les sessions de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la femme en suggérant, entre autres, au président de la République les dates de la tenue des sessions, les lieux et les affaires à inscrire à l'ordre du jour. Pour y parvenir, le secrétariat exécutif permanent s'est imposé l'exigence de mieux cerner les problèmes qui minent la condition de la femme
et de son intégration au développement, avant d'en alerter le président de la République où on suggérait l'inscription à l'ordre du jour des sessions. Partant de cette exigence, le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la femme a inscrit dans son programme d'activité 2022 deux études portant respectivement sur 1. Les obstacles et les inégalités entre les sexes imputables aux us et coutumes impactant négativement l'émancipation de la femme. 2. La participation de la femme à la vie politique en République du Congo. Par ces études, le secrétariat exécutif permanent a voulu, pour la première étude, répertorier les pratiques néfastes et rétrogrades inhérentes aux us et coutumes, cerner les raisons de la persistance de ces pratiques, étudier la typologie des obstacles, des stéréotypes et des inégalités imputables aux us et coutumes, évaluer l'impact de certains us et coutumes sur l'émancipation de la femme. Pour la deuxième étude, identifier les points forts et les points faibles de la participation de la femme à la vie politique en République du Congo. Cerner les causes de la faible participation de la femme à la vie politique en République du Congo. Suggérer des pistes de solutions de nature à faire du Congo un pays où la participation de la femme à la vie politique ne serait pas un vain mot. Réalisées par le CEPROD à notre demande, ces études ont fait l'objet des rapports dont les présentes assises tiennent lieu de cadre de restitution et de validation. En effet, n'ayant pas le monopole de la connaissance, le secrétariat exécutif permanent n'entend pas se satisfaire de sa grille de lecture des résultats de ces études. Aussi, a-t-il jugé utile et pertinent de vous convier à cette séance de partage, au cours de laquelle nous espérons recueillir vos observations, critiques et suggestions qui, j'en suis persuadé, contribueront à enrichir les résultats et les recommandations de ces deux études. Pour l'honneur que vous avez bien voulu nous faire de répondre présent à notre invitation, malgré vos calendriers que je sais bien chargés, permettez donc que je vous dise, mesdames, messieurs les participants, merci. Merci également à vous, mesdames et messieurs les chercheurs du CEPROD, pour cette opportunité d'échange, pour la disponibilité dont vous avez fait preuve depuis le début des études et surtout pour la qualité de travail abattu dans des conditions qui étaient loin d'être optimales. Comptant sur vos précieuses contributions qui témoignent de l'intérêt que vous portez à ces études, il ne me reste plus qu'à vous dire une fois de plus, mesdames et messieurs les participants, merci et bon travail. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous venons d'assister à la présentation du mot de circonstance de Madame Antoinette Kébi, secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme. Nous allons donc passer à notre deuxième temps fort. Je vais inviter le protocole à installer très respectueusement Madame la secrétaire exécutive, Madame la ministre Lometo, ainsi que Mesdames les secrétaires du Conseil consultatif de la femme. J'invite donc Monsieur le professeur Ngalebay pour la présentation des deux études. Mesdames et messieurs distingués invités, comme annoncé au début de notre cérémonie et conformément au programme, nous allons passer à notre deuxième temps fort, celui qui porte sur la présentation des deux études. Donc je vais très respectueusement accorder la parole au professeur Ngalebay, le chef d'équipe du CEPROD. Merci beaucoup, madame. Madame la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Madame la ministre Lometo, distingués invités, l'honneur et la responsabilité nous reviennent de faire la présentation des deux rapports dont vous avez les exemplaires papier.
Et c'est pour ça que nous n'avons plus pensé nécessaire de présenter à l'écran, chacun étant supposé avoir lu du premier mot au dernier de chaque rapport avant de venir ici pour que nous puissions bénéficier de votre vigilance extrême afin d'améliorer ces documents qui ne sont que des brouillons de travail. Nous avons eu la responsabilité du Conseil consultatif de la femme et le CEPROD nous a désignés. Nous sommes de l'Université Marien Ngouabi, une équipe interdisciplinaire de 16 enquêteurs, dont 400 là-bas. Nous avions eu la charge des 2 rapports. Le premier, le thème a été rappelé tout à l'heure. Je reprends juste la formulation du rapport qui présente les résultats. C'est l'émancipation de la femme congolaise. Le deuxième, c'est la participation de la femme congolaise. Dans les 2 cas, nous avons utilisé une même méthode. Je précise que la commande avait demandé que nous travaillions de l'année de l'indépendance, de l'accession du pays à l'indépendance en 1960 à aujourd'hui. Et comme ce n'est pas facile d'évaluer une année en cours, nous avons donc pris jusqu'à la fin de l'année 2022. Ainsi, pour l'un et l'autre rapport, nous avons utilisé une méthode qui se dit la méthode épistémo-éthique. C'est une méthode qui consiste en 3 phases dans le déroulé. La première phase, lorsqu'on est sur un objet d'étude comme par exemple l'émancipation de la femme congolaise, la première phase consiste, étant donné que là où nous sommes chacun, extérieurement, nous sommes habillés désormais à l'occidental. Vous nous voyez de la tête aux pieds, il n'y a plus rien de congolais en nous. Mais en intérieur, chacun de nous garde sa tradition à travers sa mémoire qui ne ressurgit que pendant les moments difficiles de la vie. Tant que tout va bien, on est enthousiaste, porté vers l'extérieur, etc. Mais c'est quand, par exemple, vous êtes malade, vous avez fait le tour des hôpitaux, vous avez été même évacué, vous êtes revenu, vous persistez à être malade, et vous voyez les jours s'assombrir, et l'idée vous vient de dire, mais tiens, si ce n'est pas d'aller à l'église, il faut aller au village, il faut repartir au Fondu, au conseil de famille. Et c'est donc cette mémoire orale qui survit en nous à travers les contes, les mythes, les proverbes, les légendes, qui fait que nous ne sommes pas capables d'aligner 5 phrases de suite sans mettre un proverbe. C'est cette mémoire orale que la méthode épistémo-éthique, lorsque nous sommes sur un problème comme l'émancipation de la femme, permet de rattraper. Ainsi, il y a 3 moments. Le premier moment, c'est le diagnostic historique du problème. Le diagnostic consiste à retrouver, à reconstituer les données des périodes antécoloniales qui nous sont transmises oralement à travers, j'ai dit, les supports que sont les mythes, les légendes, les contes, les proverbes. Deuxièmement, reconstituer les données de la période coloniale. La période antécoloniale, nous l'appelons l'endogénéité. La période coloniale, nous l'appelons l'exogénéité. Et ressortir les données de la période post-coloniale, celle d'aujourd'hui, où nous sommes devenus des arlequins, à peu près à 90% occidentalisés, mais 5% ou 10% de support endogène qui est resté en moi à travers le mécanisme de la mémoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand nous avons ainsi ressorti, fait le diagnostic historique, nous concluons que la réalité que nous étudions, l'émancipation de la femme, se retrouve endo-exogène, c'est-à-dire un pourcentage élevé occidentalisé, mais un pourcentage subsistant et persistant endogène. À ce moment-là, nous faisons la deuxième étape, c'est la confrontation des résultats endo-exogènes de l'évaluation ou du diagnostic historique avec la réalité d'aujourd'hui. La réalité a montré que nous sommes mi-occidentalisés, mais en même temps, nous sommes restés congolo-africains. Et le résultat du diagnostic historique a montré aussi qu'il est endo-exogène. Pour faire la différence entre ce résultat et la deuxième étape, nous essayons de pondérer, c'est-à-dire de mesurer le poids de l'endogénéité par rapport à celui de l'exogénéité dans l'endo-exogénéité que nous sommes devenus. Alors, quel est le poids? Est-ce que la balance est équitable ou ça penche en fonction de l'endogénéité, en fonction de l'exogénéité? C'est de mesurer ce poids que consiste le travail de la confrontation des résultats de la conclusion du diagnostic historique
avec la deuxième phase. Et comme nous avons fait cette confrontation, nous retrouvons le problème dont nous sommes partis. À partir de le problème, c'était comment apprécier le poids de la femme dans son émancipation, ou quel est le niveau d'émancipation de la femme. On sait que il y a un recensement qui se fait, tous les recensements qui se font dans le pays montrent que la population féminine est au-dessus de la population masculine. Mais pourtant, dans la prise en charge institutionnelle par rapport au travail, par rapport à ceci, par rapport à cela, on ne tient pas compte de ce poids démographique. À partir de ce moment, nous projetons la résolution de ce problème pour le temps qui vient. Pour notre cas, nous sommes au premier trimestre de 2023. Qu'est-ce que le pays va pouvoir faire des résultats de ce travail? Donc, sur les plans épistémiques, c'est-à-dire des connaissances que nous avons apprises grâce à cette étude, qui peuvent intégrer, par exemple, les programmes scolaires et universitaires. Sur le plan éthique, des valeurs humaines partagées. On sait que les morales sont locales. Chaque communauté ethnique a sa morale. Chez les bébés, on prend le chat. Les Mbossi aiment le Ngoki. Mais vous allez chez les Téké, on aime bien le criquet. Vous ne pouvez pas retirer ça aux gens. Ce qui est fait ici n'est pas fait là. C'est pour ça, les morales étant localistes, mais quand vous passez d'une communauté à une autre, d'un pays à une autre, au nom de la transversalité de la condition humaine, vous allez voir qu'il y a des valeurs humaines, comme le désir de justice, le désir de liberté, le désir de bonheur. Ces valeurs qui transcendent les morales et les communautés localistes intègrent ce qu'on appelle l'éthique, qui par essence est universelle. Et sur le plan juridique, qu'est-ce que l'étude nous apprend? Y a-t-il une nécessité, par exemple, de prendre de nouvelles lois ou tout au moins d'améliorer celles qui existent en puisant dans ce que l'endogénéité nous a donné, dans ce que l'exogénéité nous a donné, parce que ce qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire de nos traditions, n'est pas bon à 100%. Il n'est pas aussi mauvais à 100%. Comme ce qui vient de l'Occident n'est pas bon à 100%, n'est pas mauvais à 100%. Au milieu, il y a donc un devoir de discernement à faire pour ne prendre de nos traditions que ce qui permet aujourd'hui de poursuivre le chemin. Et de ce point de vue, il y a un article que le professeur Bachir Diagne de Dakar a publié en 1992. L'article s'intitule « L'avenir de la tradition ». Vous voyez déjà même le titre. D'habitude, nous considérons comme tradition ce qui renvoie au passé. Mais il cherche l'avenir de la tradition. Et il dit que la tradition aujourd'hui, ce n'est plus le patrimoine passé en tant que nous le transmettons de génération en génération. Mais c'est ce qui, dans ce patrimoine-là, une fois évalué critiquement, résiste au temps. Par exemple, la valeur d'hospitalité, la valeur de solidarité. Vous êtes en famille, vous avez beau ne pas vous entendre, mais quand vous aurez appris que l'autre est sur le point de mourir, vous oubliez ça. Il est où? Vous courez partout pour essayer de faire votre devoir de façon à contribuer à lui sauver la vie. Alors, donc, quand nous avons fait sur le plan éthique, sur le plan épistémique, sur le plan éthique, sur le plan juridique, et il reste le plan institutionnel. Les recommandations auxquelles nous parvenons au terme d'une étude donnée peuvent-elles être mises en œuvre dans le cadre institutionnel actuel ou demandent-elles plutôt à la réorganisation institutionnelle? Quand on commence une recherche, on ne connaît pas le résultat auquel on va parvenir. C'est le concept de Bruno Latour, ce sociologue de la science français qui vient de nous quitter. Le terme, c'est la serendipity. Serendipity, c'est déjà traduit en français, serendipité. Ça veut dire que ce que je cherche, ce n'est pas nécessairement ce que je trouve. Et ce que je trouve à la fin, ce n'est pas nécessairement ce que j'avais cherché au début. Ce qui montre une dimension de surprise, un peu d'aventure aussi dans cette activité de recherche. Ainsi donc, présenter la méthode qui a été appliquée dans un cas comme dans l'autre. Pour la première étude, le problème, comme j'ai dit, c'était de comprendre le niveau de l'émancipation de la femme que nous observons dans la société congolaise de 2022, temps de l'étude, 2023, temps de validation de cette étude. Comment comprendre que les femmes qui sont démographiquement majoritaires sont statistiquement sous-représentées dans les différents corps de prise de décision, d'exécution, etc. Alors, nous avons appliqué donc cette méthode et nous sommes parvenus au résultat que lorsqu'on considère que chaque Congolais est devenu endo-exogène,
lorsque nous l'étudions à travers les périodes antécoloniales, coloniales, post-coloniales, pour par la suite analyser, alors, le résultat montre que l'émancipation de la femme se fait fondamentalement sur deux vecteurs, le vecteur mariage et le vecteur travail. On appelle ici travail l'ensemble des activités auxquelles un être humain se livre pour survenir à ses besoins à titre individuel, à titre au niveau de sa famille et aussi pour contribuer à la bonne marche de la société. Mais le mariage comme le travail sont préparés par l'éducation. Et dans la période antécoloniale, c'est la famille qui a entièrement la responsabilité de l'éducation de sa progéniture. Les filles sont élevées, suivies par leur maman. À un âge donné, généralement c'est pendant les vacances, on envoyait les enfants en vacances chez la grand-mère pour renforcer, comme on dit aujourd'hui, les capacités. Mais quand la grand-mère constate que la fille dérape et ne suit pas très bien, demande à sa mère d'en parler à l'oncle. C'est là que l'oncle prend le relais de l'éducation de la jeune fille pour l'interpeller. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Le garçon, c'est en face. C'est le père qui a l'éducation de son fils, qui l'accompagne au champ, qui l'accompagne dans un voyage, etc. Ça donne des occasions de causer. On ne s'asseyait pas pour faire un cours systématique, mais à travers ces causeries. Et quand le père, malheureusement, constate aussi que le garçon ne suit pas, il l'envoie en vacances chez son grand-père. Le même mécanisme. Et inversement. Alors, donc, pendant la période antécoloniale, c'est la famille qui avait la responsabilité de l'éducation, dont l'impact se mesure en termes d'émancipation en ce qui concerne la rente féminine, au niveau soit du mariage, soit du travail. Mais à partir de la période coloniale, il y a 4 nouveaux acteurs qui interviennent sur l'éducation de la jeunesse en général et de la jeune fille en particulier. C'est l'administration coloniale, c'est l'école coloniale, c'est l'église coloniale. À ce moment-là, il y a la rue qui s'ajoute, puisqu'avec la création des postes de contrôle administratif, il y a la rue, l'enfant peut ne pas être à la maison, il est à l'école, il est à l'église, au milieu, il y a les amis qui se mettent, donc les parents commencent à ne plus avoir la main sur leurs enfants. Dans la période post-coloniale, celle d'aujourd'hui, ce qui va de l'indépendance à aujourd'hui, le phénomène s'est aggravé, des milieux se sont multipliés où les enfants vont et quand ils reviennent avec les nouvelles technologies qui se sont ajoutées, à l'époque c'était juste le cinéma Star, le cinéma Ebina, mais aujourd'hui vous avez les ciné-clubs et les WhatsApp là qui alimentent. L'enfant ne sort pas de la maison, il est dans sa chambre, mais pourtant il est à travers le monde, à travers les nouvelles technologies qui sont à sa disposition à la maison. Donc, le résultat de la première étude indique que le niveau d'émancipation de la femme est différencié selon les périodes. Il ne se situe pas au même stade quand nous sommes dans la période antécoloniale, quand nous sommes dans la période coloniale et quand nous sommes dans la période post-coloniale d'aujourd'hui. Dans la période post-antécoloniale, il y avait un indicateur, le critère de base, c'était la bonne réputation de la femme. La fille, la femme que l'on élevait socialement, à qui on accordait des charges d'intérêt général, c'était celle qui avait une bonne réputation. On met dans bonne réputation l'éducation au sens où elle a de la retenue, elle est soumise et elle sait rassembler. Et c'est comme ça que quand on lui confie un foyer, elle rassemble aussi bien ses propres parents, sa progéniture, que les parents de son mari, là où parfois le mari est indélicat. Et c'est pour ça que nous appelons généralement nos belles-sœurs des mamans. C'est très affectueux et c'est en reconnaissance de cause. Bon, dans la période antécoloniale, post-coloniale, cette influence, l'éducation traditionnelle, commence à s'amoindrir du fait de la présence de l'administration coloniale avec les 4 nouveaux acteurs qui se sont ajoutés. C'est vrai qu'à cette époque, c'est dans les postes de contrôle que l'administrateur agit, mais dans les villages, il agit à travers les chefs de village, les chefs de canton qu'il met en place comme relais pour veiller. Et nous verrons par la suite. Aujourd'hui, les parents ne sont devenus parents presque que de nom, parce que les enfants portent nos noms,
ils sont nos enfants, mais en réalité, nous ne savons plus ce qui se passe dans leur tête. C'est pour ça que nous hébergeons tous des koulouna dans nos maisons. Et pour la plupart, nous ne découvrons que nos enfants sont des koulouna le jour où la police y vient. Bien sûr, à côté, il y a des parents parmi nous qui sont complaisants, qui savent, mais pour des raisons connues d'eux-mêmes. Donc, la femme s'émancipe de façon différenciée en fonction des différentes étapes. Les traditions endogènes ont une influence au sens où il fallait absolument passer par le critère de la bonne réputation. Par exemple, en ce qui concerne l'habillement, on ne peut pas voir une femme, elle s'habille de façon décente. Mais à partir de la période coloniale, c'est encore un peu, ça commence à bouger, mais aujourd'hui, vous voyez même le vestimentaire, c'est complètement en l'air, et il n'y a pas que les jeunes filles qui le font, il y a même des grandes dames qui s'habillent d'une façon qui peut simplement donner à philosopher. Alors, on a demandé pourquoi il n'y a pas assez de statistiques. Mais c'est parce que l'objet de cette analyse-là est qualitatif. On applique les statistiques sur un objet quantitatif. Là, le problème, c'est quel est le critère que l'on applique pour assurer l'émancipation de la femme en général. Encore une fois, pour y répondre, on passe par les différentes étapes et la méthode épistémoéthique nous a sorti de 1960 pour aller au-delà parce que, comme nous avons dit, en nous subsiste à la fois la mémoire de nos traditions, mais aussi ce que nous avons appris de l'Occident. Bon, brièvement, comme vous avez le texte, on reviendra dans le débat tout à l'heure. Pour le deuxième rapport, sur la participation politique de la femme congolaise, avec comme pour sous-titre réalité, difficultés et possibilités historiques. Dans le contenu, le rapport est traité avec ce triple, sur ces trois moments-là, quelle est la réalité de l'émancipation, quelles sont les difficultés rencontrées et quelle est la possibilité de la relancer ou de l'améliorer aujourd'hui. Alors ici, puisqu'il s'agit de participation politique, première chose, et c'est pour ça que nous avons mis un glossaire juste avant le résumé exécutif. La première chose, c'est de ne pas prendre la notion de politique au sens occidental. Si on fait ça, on va se limiter aux grands ensembles, à ce que l'on fait, la cité, etc. Et on ne verra pas comment les sociétés traditionnelles sont organisées. Il faut prendre la politique au sens de gouvernance de la communauté, qu'elle soit urbaine, ou qu'elle soit rurale. Dans le cas où la communauté est rurale, il y avait bien de la politique qui se faisait. Il y avait bien un chef d'État, en quelque sorte, c'est-à-dire le responsable de la communauté qui ne travaillait pas seul. Et il y avait des tâches d'intérêt communautaire qui rentrent aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'activité politique. Par exemple, quand quelqu'un était accoucheur traditionnel, accoucheuse, était guérisseur, guérisseuse, était notable, était juge coutumier. Alors, cet ensemble de charges, et là je n'ai pas arrêté l'énumération, sont des tâches d'intérêt général qui rentrent dans ce que nous appelons aujourd'hui politique. À partir de ce moment-là, il y a bien eu des femmes, aussi bien notables, juges coutumiers, accoucheurs qu'accoucheuses. Et nous avons vu ça particulièrement dans la Likwala, plutôt la cuvette ouest. Sur les enquêteurs, je signale que nous avions deux équipes, une équipe qui a fait le nord, une équipe qui a fait le sud. En tant que coordonnateur, j'ai été à cheval sur les deux équipes, mais par accident, c'est le docteur Okembarok qui est le deuxième par là-bas avec cravate rose, qui s'est retrouvé sur les deux. Donc c'est lui qui a vu un peu ce qui s'est passé. Alors, dans la cuvette ouest et à Sibiti, toutes deux communautés qui relèvent de l'ère culturelle Téké, on a vu qu'il y avait, et il y a encore aujourd'hui, d'ailleurs même ici dans le pôle, c'est-à-dire comment on appelle le village là, à 200 km de Brazzaville, c'est Lankeni, non, c'est pas Lankeni encore, c'est l'Aléfini, non? Il y avait, il y a 10 ans là, une dame qui était chef du village, Mbouambe Lefini. Ceux qui ont fait la route là se souviennent. Donc, femme notable, femme juge coutumier, femme chef de village, femme accoucheuse, femme guérisseur, guérisseuse, on en a connu et on en connaît, on a vu comme ça à travers le pays parce que nous avons fait
sur les 10 départements de base, c'est-à-dire en dehors des communes, des grandes villes, nous avons fait 9, excepté la Likwala, pour les raisons qui sont notées dans le rapport en note de bas de page. Alors, donc, dans cette période-là, antécoloniale, il y a eu l'émancipation de la femme à un niveau élevé. Nous avons même observé que dans la communauté des autochtones, il y avait la parité, simplement, que nous cherchons encore dans la Constitution aujourd'hui. La Constitution de 2015 fixe le principe de parité, c'est l'article 17, fixe le principe d'égalité, c'est l'article 15, mais la loi électorale accorde un quota de 30% pour les candidatures féminines. Là, il s'agit d'élections, il ne s'agit pas de nomination. Là où il s'agit de nomination, le gouvernement peut jouer, mais là où il s'agit d'élections, tant que les femmes ne militent pas dans les structures qui proposent les candidats, les 30% ne peuvent pas jouer. Et déjà, l'observation qu'on fait, c'est que le fait qu'une loi électorale qui a visé la Constitution dans les visas de forme et qui fixe un quota de 30%, alors que la Constitution qui a la loi suprême fixe la parité, c'est-à-dire 50%, cette loi-là viole purement et simplement la Constitution. Et c'est de là que partent les malheurs de la femme aujourd'hui. Mais dans la période antécoloniale, il y avait l'émancipation qui reposait sur les capacités des uns et des autres, sur le principe de réputation. Dans la période antécoloniale, ce critère commence à s'étioler du fait de l'arrivée de nouveaux facteurs. Et dans la période d'aujourd'hui, à partir du moment où, en 1960, le gouvernement a pris le relais des affaires, a décidé d'adopter le droit canon. Vous avez, il y a des juristes ici, le code de procédure pénale, dites-moi, il a été adopté par quelle assemblée congolaise? Quand vous allez en France, est-ce que quelqu'un peut savoir s'il y a une loi française pour la prise de laquelle la France s'est inspirée de l'expérience congolaise? La colonisation est passée, mais une fois que le pays prend son indépendance, il doit la prendre en tout et pour tout. Or là, depuis le code de la famille, pour faire le pont avec la première étude, le pays a décidé de tourner le dos aux traditions sans les évaluer et a décidé d'embrasser à 190% les traditions exogènes sans les évaluer. Conséquence, dans la clé de rétribution du patrimoine que laisse le défunt mari, il y a 50% pour les enfants, 30% pour l'épouse et 20% pour les parents, c'est-à-dire, et là j'ai en tête la remarque de M. Mberi dans la Bouenza, on dit quoi? Quel est le chef-lieu? Dans la Bouenza, c'est bien Madingo. Quand on dit 20% pour la famille, c'est-à-dire 10% côté maternel, 10% côté paternel. Dans chaque côté, il faut diviser encore par deux. 5% côté paternel du paternel, 5% ainsi de suite. Donc, nous sommes dans des sociétés où le modèle de famille est moléculaire, c'est-à-dire il y a le père, la mère, les enfants, les oncles, les grands-parents, c'est cet ensemble qui constitue la famille. Au niveau de l'Occident, et c'est ce modèle que notre code de la famille a repris, le modèle de famille est atomique. C'est monsieur, madame et les enfants. C'est pour ça que nombreux de grands-parents sont morts dans les maisons transversales pendant la Covid, là, parce qu'il n'y a même plus la chaleur humaine. Celui qui vous amène à manger, vous ne le connaissez pas. Bon, les gars se sont abandonnés depuis. Alors, à partir de ce moment-là, nous sommes dans une famille moléculaire. Les orphelins que nous avons, moi j'en fais partie, j'ai perdu mon père à 10 ans. Vous imaginez quelqu'un qui perd son père à 10 ans, je suis au C1, j'ai fait le doctorat comment? C'est la famille élargie qui m'a élevé. Donc quand je travaille aujourd'hui, je me replie sur ma femme, sur mes enfants, parce que l'État m'impose un nouveau modèle juridique. En faisant ça, je me mets à dos. Et si la femme ne s'est pas rassemblée, je me mets à dos ces parents qui ont financé mes études et qui m'ont aidé à me positionner professionnellement. C'est une invitation faite aux sorciers de la famille. Cette invitation-là, c'est la responsabilité morale de l'État congolais. Donc voilà pourquoi, pour expliquer tout ce qui s'est passé autour du premier rapport, c'est parce que l'État a décidé de tourner le dos aux traditions sans les évaluer, c'est-à-dire sans savoir ça c'est bon, ça c'est mauvais, parce qu'il a embrassé les traditions exogènes sans les évaluer. C'est cette responsabilité morale de l'État qui amène aujourd'hui des troubles socialement
observé qu'on appelle Chao, vous verrez dans le document là-bas. Et le phénomène Kuluna vient en partie du fait que les parents ont perdu le contrôle de l'éducation de leurs enfants, que de l'autre côté, la société ne sait plus organiser la réponse à l'emploi, même pour les enfants qui se sont bien conduits. Au milieu, nous avons ce que nous voyons. Donc, la participation politique de la femme aujourd'hui se mesure, quand je dis aujourd'hui, c'est dans la période post-coloniale, ne se mesure plus à l'orée de la réputation de la femme, des capacités intrinsèques de chaque femme, on pourrait élargir de chaque citoyen, mais désormais, alors que la Constitution prévoit les deux principes d'égalité, article 15, et de parité, article 17, mais en informel, l'État fonctionne de façon à en assurer de promotion que pour toute femme qui s'aligne sur le principe de la quadruple allégeance auprès du dirigeant ou du dignitaire qui a le pouvoir d'assurer la promotion ou de nommer. C'est-à-dire que vous verrez, pour toutes les formalités d'accès au patrimoine public, ça peut être des concours, ça peut être des... Je suis enseignant pour savoir comment gérer les concours. Et d'ailleurs, j'ai décidé de ne plus y aller parce que quand vous allez, vous faites le travail pédagogique, à la fin, on vous dit, bon, donnez-nous les résultats. Moi, je dis non. Je suis maître de conférence, nommé au CAME, ce n'est pas ici. Le pédagogique, c'est l'affaire des pédagogues. Ce n'est pas l'affaire des administrateurs. Moi, je signe le PV. Si ce n'est pas possible, vous n'aurez pas ma signature. Et pour éviter toutes sortes d'affaires, j'ai décidé de ne plus participer à ces concours dont les résultats se publient dans des conditions les plus obscures. Donc, pour toutes les formalités de concours, d'accès à l'emploi et de promotion politico-administrative des cadres, on a mis en place des critères non énoncés, mais qui se pratiquent, j'ai observé, depuis 1968, le 5 août exactement, 1968. C'est à cette occasion-là que Mme Céline Yonza a été nommée membre du Conseil national de la Révolution. Et c'est aussi le 20 janvier 1975, ce jour-là, on a publié un gouvernement dans lequel on a eu une première femme ministre, je le dis sous le contrôle de Madame la ministre Lometo. C'est Madame Émilie Manima qui était ministre des Affaires sociales. Le quadruple principe, c'est que désormais, une femme qui doit être promue doit soit être parent biologique du dignitaire qui décide, soit être parent politique, soit être parente d'une association, soit vous êtes parente libidinale. C'est-à-dire, moi je suis ministre, je tiens à ce que ma femme soit candidate à l'investiture dans tel département. Si vous ne passez pas par ces 4 critères-là, j'ai bien envie, en guise de riposte, que quelqu'un me dise qu'il a vu la promotion de la femme autrement que par cette quadruple allégeance. S'il y en a, c'est tant mieux. Mais en tout cas, généralement, c'est ce que nous avons observé. Alors, donc, ce rapport, le deuxième rapport, tire la conclusion que le Congo était bien parti dans la période antécoloniale avec déjà la conquête et la pratique de la parité. Mais comme nous ne savons pas gérer nos acquis, alors à partir de la période coloniale, puis désormais post-coloniale, où les choses sont entre nos propres mains, puisque nous avons décidé d'adopter ce qui vient de l'extérieur, en tournant le dos à ce qui nous est propre sans évaluation, alors aujourd'hui, le Congo qui était déjà dans la pratique de la parité, on est encore à chercher les moyens pour y arriver, mais la Constitution a déjà fixé et le règlement est en retard sur la Constitution. Même quand le règlement aura fixé, dans la pratique, les décideurs voudront toujours que le quadruple principe soit appliqué. Bon, à ce moment-là, c'est comme si nous ne savons pas ce que nous voulons. Et c'est ce que nous avons constaté là-bas. Donc, l'esprit des recommandations, c'est que l'État fasse simplement et purement application, d'une part, du principe d'égalité, article 15, et d'autre part, du principe de parité, article 17. En faisant ces deux simples choses, on règle ce que l'on voit. Et quand j'ai dit ça, je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous venons d'assister à cette belle présentation du professeur Ngalibay sur les deux
rapport d'études mené, je rappelle, sur les obstacles et inégalités entre les sexes imputables aux us et coutumes, impactant négativement l'émancipation de la femme, et sur la participation de la femme à la vie politique en République du Congo. Merci, professeur, pour cette belle présentation. Mesdames et messieurs, nous allons passer à notre troisième temps fort qui portera sur un atelier d'échange sur les résultats et une formulation des recommandations. Mesdames et messieurs, cet atelier sera modéré par Madame la secrétaire exécutive du Conseil consultatif, que j'invite très respectueusement à rejoindre, à s'installer au présidium. Mesdames et messieurs, voici installé le présidium composé de Madame la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme et du professeur Ngalebay. Je vais donc très respectueusement accorder la parole à Madame la secrétaire exécutive pour conduire ce temps fort. Okay. Merci Madame la modératrice. Nous allons donc échanger. Nous l'avons dit dans notre mot introductif que les études ont été menées, mais il faut que nous puissions recevoir de vous des contributions. C'est vrai que, professeur, tout le monde n'a pas eu les 2 volumes. Hein. On a dû faire des résumés pour certains, parce que ce n'est pas toujours très facile de lire les gros bottins. Mais un résumé a été fait, et je crois que l'intervention du professeur a été suffisamment éloquent pour nous permettre de pouvoir échanger. Nous allons commencer donc par la première étude. Donc, la participation de la femme à la vie politique en République du Congo. Ça sera la première étude. Pour ceux qui veulent intervenir, aussi bien en termes de contribution qu'en termes d'interrogation, vous vous inscrivez, vous déclinez votre identité, vous posez la question et après, nous demanderons au professeur de répondre. Un micro-baladeur, s'il vous plaît. Là, au milieu. Merci, Madame la Présidente. Mes interventions vont porter beaucoup plus sur... Vous êtes ma présentée, madame. Ah, excusez-moi. Madame Doma Ekaba, Mélanie, directrice au ministère de l'enseignement supérieur. Vous avez la parole. Oui, je disais que nos interventions vont porter beaucoup plus sur la forme. Page 9, en ce qui concerne le mariage. Donc, la dernière phrase est celle-là. Actuellement, l'ensemble de ce parcours amoureux coûte en moyenne 10 millions de francs CFA. Soit de quoi monter une agro-industrie pouvant contribuer à la production nationale et entretenir la progéniture. Je trouve que c'est une affirmation ici trop hâtive par rapport à l'enquête. Et quand je regarde le document, je trouve nulle part ce qui est affirmé. Ensuite, nous passons à la page 11. Au niveau du numéro 33 sur la polygamie, il est dit ceci: la polygamie est le régime de mariage qui permet à un homme d'épouser plus d'une femme. Et est-ce qu'on ne peut pas, au niveau du code de la famille, est-ce qu'il n'est pas autorisé, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un nombre exact autorisé? J'aimerais savoir, c'est tout simplement une question. À l'époque, on parlait de 4. Est-ce que ça a été ramené à 2? Je n'en sais trop rien. Question de curiosité.
Page 14. Page 14, le résumé exécutif nous montre l'échantillon des personnes ressources. Et au niveau de ce tableau, quand je regarde la Sangha, le Kulu, c'est beaucoup plus le Kulu, excusez-moi, le Kulu, il n'y a pas de femmes ressources. Comment expliquer cela? Ensuite, page 16. Ici, le dernier paragraphe au Conseil consultatif de la femme. Là, je me rends compte qu'il s'agit des recommandations qui sont faites à toutes les institutions. La page 46, là où on parle des articles 15 et 17. Et tout simplement, que veulent dire ces articles-là? Si on peut nous les faire connaître, s'il vous plaît. « 60. Le dernier paragraphe, éléments spécifiques, le sous-titre, éléments spécifiques à certains départements. Comme je vois que le professeur est vraiment porté sur la tradition, le premier paragraphe qui se termine par la nuit. Je lis toute la phrase, ça va être un peu lent. Dans quelques départements du Congo, 7 sur 10, cuvette ouest, Poul, Plateau, Kulou, Niari et le Koumou, on note la participation politique de la femme à un point élevé, comme être juge coutumière, notable, responsable de la communauté ou chef du village, compétente le jour et la nuit. Alors, c'est beaucoup plus la nuit. Je pensais beaucoup plus au mauvais œil. Si c'est possible de le mettre, professeur. Merci de m'avoir accordé la parole. Clémence Ditero, Université Marie-Wally. Je vais d'abord relever un fait. Ici, nous sommes venus pour restituer ou écouter la restitution de 2 études dont l'une parle des inégalités, mais je crois qu'on a déjà commencé à faire cette inégalité déjà parmi les invités, parce que je trouve que les intervenants que nous avons suivis interviennent sur un document que tout le monde ne détient pas. Nous avons des résumés et je vois que dans la salle, plusieurs ont des documents, donc ce sont les études faites. Et quand ils interviennent, ce sont des gens qui ont lu tous les documents, non que des résumés. Ça, c'est déjà un fait grave pour moi, je peux dire. C'est pas normal. Donc, nous allons intervenir sur des documents où nous allons entendre des choses que nous n'avons pas vraiment étudiées ou encore lues en profondeur. Nous n'avons que des résumés. Et moi, quand j'ai reçu ces résumés, j'ai regardé les deux. Du point de vue méthodologique, moi, je veux savoir sur quelle base ces échantillons ont été choisis. Si nous parlons des échantillons. On peut aussi partir sur l'égalitaire, mais on voit que ce sont des chiffres différents ou divergents selon les régions, ou les départements, je veux dire. Et je me suis également demandé pourquoi au Kwilu, sur cette... bon, heureusement, parce que je ne sais pas, c'est sur la première étude au Kwilu, quelque part, on a 0. Il n'y a pas de femmes, comme l'a dit Madame Ekamba. N'y avait-il pas de femmes
sur quels critères quels sont les critères qui ont été... Peut-être que si j'avais le document, mais elle avait le document, donc les critères n'ont pas été établis. On ne sait pas comment cela s'est fait. Et je constate également comme elle que ceux qui ont réalisé l'étude s'appuient beaucoup plus sur la tradition, comme s'il y a un regret d'avoir délaissé la tradition, donc il faut aussi revenir sur la tradition. Mais ici, je crois que, comme il a bien su le dire, hein, le professeur Galibaï, on doit toujours faire une mixité, prendre ce qui est bon dans la tradition et s'appuyer sur la modernité, je crois. Mais je crois que dans notre pays, on constate que toute chose est souvent faite sur la base de... Peut-être pas toutes choses, mais beaucoup de choses sont faites sur la base de la tradition. Et c'est pas mauvais que nous nous arrimons à la modernité parce que nous sommes dans un monde évolué, moderne, et je crois que c'est ce qui doit vraiment nous motiver. Et le reste, je me dis, bon, ce sont des recommandations. Il n'y a que quatre points qui ont résumé ces études, où on nous demande alors de nous appuyer sur une nouvelle politique nationale. Ça se ressemble pratiquement, que ce soit la première étude ou la deuxième, même si Madame la secrétaire a choisi la deuxième étude, mais les recommandations sont pratiquement les mêmes, je crois. Merci beaucoup pour la parole, Madame la secrétaire exécutive permanente. Je suis Amaïkoul Pombo et je prends la parole pour... je ne vais pas revenir sur les observations qui ont été faites tout à l'heure, qui sont miennes. On aurait aimé quand même que ceux qui n'ont pas les supports, qu'ils puissent les avoir après pour mieux apprécier le contenu de ces études qui, pour nous, à mon sens, ont une réelle portée qui pourrait permettre justement d'influencer les politiques publiques de développement à venir. Ce qui me reste à faire, c'est féliciter. Ça, je ne pouvais pas sortir de cette salle sans le dire de vive voix. Féliciter le Conseil consultatif de la femme pour l'initiative, l'heureuse initiative prise pour diligenter ces deux études, parce que le constat revient souvent. Au Congo, on a du mal à voir des statistiques pour X ou Y problèmes soulevés ici et là. Et le fait d'avoir pris l'initiative de faire ces études nous permet justement d'avoir un regard bien plus précis sur les problématiques qui ont été ici relevées et nous permettre par la suite de pouvoir influencer le cours de l'histoire, justement pour ce qui concerne l'émancipation de la femme. Donc félicitations Madame la secrétaire exécutive permanente, félicitations également au CEPROD. Généralement, nous avons l'habitude de faire confiance aux experts internationaux pour mener nos études, mais là, ce sont des experts nationaux qui ont été mis à l'œuvre justement pour nous produire ces réflexions. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. Bonjour, Vanessa Minondo, juriste. Moi, j'ai une question. J'ai suivi l'intervention du professeur qui a dit dans la période antécoloniale, on a vu des femmes qui occupaient des postes, et là maintenant c'est un peu, ce n'est plus assez effectif. Je voudrais poser la question de savoir, est-ce que c'est le fait d'avoir tourné le dos à la tradition qui a engendré cela? Merci. On revient au milieu. Moi, je dis Alice Christelle, secrétaire permanente au Conseil consultatif de la jeunesse. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire lien tous les mots de félicitations qui ont été adressés à l'institution initiatrice de cette activité, de ces travaux et de cette étude, et bien évidemment à l'organisme qui a concouru, qui a participé, qui a intervenu dans la réalisation de cette étude. En tout cas, félicitations à vous parce que cette étude nous permet en tout cas d'avoir une idée claire de ce qu'il en est de la femme, de la condition féminine, de la place de la femme dans notre société.
Voilà, après avoir suivi la présentation du professeur, j'ai tout de suite couru lire les conclusions, si vous voulez, les recommandations, et parce que c'est ce qui m'intéresse le plus dans le cadre de cette étude, parce qu'il faut voir la suite. Et je me réjouis de voir que parmi les recommandations qui ont été adressées, qui ont été formulées, je vais dire, en ce qui concerne le gouvernement, point 2, on parle de la proposition d'une loi fixant les conditions d'une promotion politique ou administrative. Je suis tout à fait d'accord, parce que j'estime que cette loi permettrait d'embrasser l'approche de représentation, pas seulement substantielle, mais également formelle. Donc il y a la représentation formelle et substantielle de la femme. Compte tenu de ce que venait d'exposer le professeur, je vais pas revenir sur cela. Mais en tout cas, je m'interroge, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'interviens, j'aimerais savoir, dites-nous professeur, quelle perception vous avez du parrainage tel que formulé ici? Parce que vers la fin, vous avez dit en proscrivant le parrainage intéressé en cours. Quelle perception avez-vous de ce parrainage? Ou bien, si vous voulez, quel contenu vous donnez à ce terme? Parce que n'oublions pas que dans ce combat qui vise à donner à la femme la place qui lui revient, nous avons également entre femmes, dans la jeune féminine, il y a un combat intergénérationnel, on va le dire comme ça, où les jeunes filles qui sont en train de monter veulent bien être tirées par l'ancienne classe, l'ancienne génération féminine. Donc, quel contenu vous donnez? Parce que je pense qu'il y a un parrainage qui pourrait être positif, intergénérationnel, on va dire, donc, entre les femmes assez âgées et la génération montante. Merci. C'est juste au niveau de la page 80, j'avais juste voulu qu'au lieu qu'on mette autochtones partout, qu'on précise les noms de ces autochtones-là. Par exemple, mettez la Lékoumou, on dit autochtone, on voit la Sangha autochtone. Et quels sont les noms de ces autochtones? Par exemple, on sait que dans les Boules, c'est Babi, on sait que dans la Lékoumou, c'est Babongo. Ce serait mieux qu'on mette partout autochtone, ça permet aussi. Et il serait mieux aussi de mettre à jour cette carte ethno-linguistique parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des sources, je ne sais pas sur la base de quoi. Nous avons des documents, nous avons des linguistes. On pourrait aussi faire référence, présenter cela, hein, juste au niveau des autochtones. Hein. Au lieu de mettre autochtones partout, mettez les noms de ces autochtones dans ces départements-là. Merci. Merci. Professeur scolastique Dianzinga, je voudrais à mon tour vous exprimer mes sincères félicitations pour les problématiques que vous avez choisies pour ces deux études et menées par le CEPROD. Et c'est bien que vous ayez choisi le CEPROD. Vous êtes membre du CEPROD, c'est vrai, mais je vous félicite pour avoir porté votre choix sur le CEPROD. Et je voudrais aussi vous dire que la problématique reste d'actualité. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous remontez plus loin, on remonte plus loin depuis les années 60. Et je suis membre du Centre de promotion de la femme en politique. Nous avons créé ce centre en 2002, justement, pour arriver à trouver des solutions à la sous-représentation des femmes en politique. Il fallait les former, les préparer aux élections et préparer la relève de la classe politique féminine. Mais ce genre d'études, vraiment, nous apporte beaucoup d'informations et malheureusement, nous n'avons pas pu disposer du document, puisque je n'interviens qu'à partir du résumé. Et en ce qui concerne l'échantillon, je ne voudrais pas trop insister sur ce qui a été dit, mais je voudrais savoir pourquoi on n'a pas interrogé ou réalisé l'enquête auprès des femmes et des hommes de Brazzaville. Pourquoi on n'a pas intégré Brazzaville et Pointe-Noire
parce que c'est dans ces deux départements que les femmes sont plus nombreuses à se présenter, par exemple, aux élections ou à être des actrices politiques de premier plan. Il y a aussi des autres critères, âge, profession, etc. Et la question a été déjà posée, pourquoi le Niari le plutôt 0 femmes. Mais globalement, je voudrais dire qu'on aurait dû veiller à équilibrer les effectifs, le corpus, en ce qui concerne les hommes et les femmes. Je sais qu'au niveau des femmes, ce n'est pas très facile d'avoir des informations. Moi-même, je suis spécialiste de l'histoire des femmes. Donc, quand on va les interroger, souvent elles vous disent qu'elles n'ont rien à dire, mais en fait, elles en savent beaucoup. Et j'ai toujours dit qu'elles sont des actrices à part entière de la vie politique, même si elles ne sont pas au premier plan, mais elles sont des actrices à part entière de la vie politique. Et je voudrais passer rapidement aux recommandations qui ont été formulées. Et en ce qui concerne le Conseil consultatif de la femme, et moi je voudrais proposer qu'on puisse peut-être suggérer que le Conseil propose aux institutions compétentes la vulgarisation des instruments juridiques en langue en ce qui concerne la femme. Le problème du Congo, c'est que nous avons tout ce qu'il nous faut comme instruments juridiques, internationaux comme nationaux, mais le hic, c'est au niveau de l'application. Et on parle aujourd'hui des violences faites aux femmes. En français, on comprend, mais dans nos langues, ça ne couvre pas la même réalité. Donc, faire cet effort pour qu'on puisse traduire ces textes-là, les vulgariser en langue nationale. J'ai pris part à un atelier la dernière fois. On nous a distribué la déclaration des droits de l'homme en lingala, en monogotoba. Ça m'a fait réellement plaisir et donc je suggère cela. En ce qui concerne l'université, construire un modèle, etc., il y a deux recommandations qui ont été faites. Ici, moi, je voudrais qu'on puisse qu'on puisse aussi suggérer que soit intégrée la question de la femme dans les enseignements. Moi, j'animais un séminaire en histoire, à la formation doctorale d'histoire sur les femmes dans l'histoire de l'Afrique. Et à la faculté des sciences économiques, j'ai animé un séminaire pendant des années sur genre et promotion de la femme. Et en ce qui concerne le gouvernement, je suis d'accord pour la deuxième recommandation. Pour la première recommandation, je suis d'accord aussi, mais je voudrais qu'on puisse faire ressortir le fait que nous avons une politique nationale genre et en fait, chez nous, nous travaillons sur la promotion, l'intégration de la femme au développement. Donc, on est dans l'approche IFD, promotion et genre, et le document de base, c'est la politique nationale genre. À un certain moment, ça pose un petit problème. Si on peut éclaircir les choses à ce niveau-là, ce serait une bonne chose. Et je voudrais aussi suggérer que dans les manuels d'histoire, on puisse rendre les femmes visibles. Les manuels d'histoire à l'école primaire, parce que l'un des problèmes qui se pose, c'est que chez les femmes, c'est qu'il y a un manque de modèles chez les jeunes filles, un manque de modèles.
Et il y a quelques années, à l'époque où Madame Santana était représentante de l'UNESCO ici, elle avait pris quelques articles que j'avais publiés sur les femmes pour qu'on puisse les intégrer, prendre ces informations-là et les intégrer ou ces connaissances dans les manuels d'histoire. Je lui avais proposé mon article sur Jeanne Vial, une femme en politique. C'est la première femme sénatrice en Afrique centrale, une Congolaise. Elle est inhumée au cimetière du centre-ville. Et j'ai publié un article aussi sur les femmes dans l'histoire du Congo. Donc là-dedans, je parle d'Alice Badangana qui est syndicaliste, qui est la première femme à faire la prison politique, hein, pour des motifs politiques. Et j'ai parlé de la reine Galifuru, donc revisiter l'histoire de la reine Galifuru en tant que femme de pouvoir, et parce qu'elle est femme de pouvoir au niveau de pouvoir traditionnel, mais aussi auxiliaire de l'administration, et bien d'autres cas. Et donc voilà ce que je voulais faire comme suggestion, après avoir lu le résumé de cette première étude. Je vous remercie. Sarah, alors chef de division au département de la condition féminine, de l'enfance et de la famille du Parti congolais du travail. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'organisation de cette réunion. Je voudrais intervenir sur le rapport qui a été fait concernant la participation politique de la femme. Vous avez évoqué, entre autres, vous avez parlé du code de la famille. Et à ce sujet, vous avez dit que l'État, en rédigeant le code de la famille, aurait tourné le dos aux traditions sans les évaluer, d'un côté, et de l'autre, aurait embrassé les traditions occidentales sans les évaluer. Alors ma question est de savoir si évaluation il y avait eu, comment celle-ci aurait dû se faire. Merci. Vous pouvez vous présenter? Je suis Madame Pépé Georgie. Je travaille au Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles. Juste une question d'éclaircissement. Je n'ai pas le document, mais nous avons le résumé. En suivant le docteur, il a soulevé un point qui a attiré mon attention sur la participation de la femme autochtone. D'après lui, il trouve que c'est un modèle auquel on devrait faire référence aujourd'hui. J'aimerais savoir comment se faisait cette parité à l'époque, parce qu'il n'y avait pas des institutions ou bien il n'y avait pas des institutions politiques ou des postes de responsabilité politique. Donc la femme, à cette époque, elle occupait quel poste? Et cette parité-là, ça se faisait comment? Parce qu'il soulève que c'est un modèle auquel on devrait se référer, ou bien mener une étude spéciale sur ce modèle. Donc j'aimerais qu'il puisse nous éclaircir sur ce point. Comment se faisait cette parité? Je crois qu'il n'y a plus d'intervenants. Il est vrai que je reviendrai sur les éléments concernant bien le code de la famille et puis le nombre d'exemplaires qui était réduit. Ça, je pourrais en parler. Mais je vous laisse la parole et pendant quelques temps, vous allez m'excuser. Je vais sortir de la salle. Merci. Comme ça, le micro arrive à l'opération. Merci beaucoup, Madame la secrétaire exécutive. Au nom de mes collègues, parce que ce que je dis ne m'engage pas. C'est une équipe qui a travaillé. Je ne suis que j'ai été coordonnateur. Je réponds à ce titre. C'est au nom de l'équipe. Le rapport a été rédigé selon le principe de la main unique. Voici le protocole. Nous avons fait les enquêtes. Donc on a travaillé une journée par chef-lieu de département. J'anticipe sur la question puis je reviendrai pas à pas pour que honorer les questions qui ont été posées.
nous sommes arrivés dans chaque chef-lieu de département. On arrive un soir, quand ça a été possible le soir même, on a pris le contact avec les autorités pour les civilités, de façon à libérer la journée du lendemain. Nous travaillons entièrement jusqu'au soir. Et le surlendemain, nous changeons de lieu sans avoir un véhicule à notre disposition. Je signale que au-delà du rapport, vous devriez nous féliciter même pour le patriotisme. Nous avons accepté de travailler pour 7 millions l'étude. En histoire, nous avons en ce moment parmi les meilleurs jeunes historiens que nous avons, je le dis sous le contrôle du professeur Diazinga, c'est le professeur Yikoka, qui a accepté de travailler pour 40 000 la journée à l'intérieur du pays. Quand vous savez les risques que l'on prend lorsqu'on a nos routes là. Donc nous avons fait comme ça. Avant d'arriver dans une localité, nous avons utilisé des contacts pour réussir déjà à identifier ce que nous appelons les personnes ressources. C'était pour éviter de traîner. Donc on a réglé ça au téléphone. Pourquoi on n'a pas pris autant de femmes que d'hommes, mais c'est le hasard simplement. Nous avons pris des contacts au téléphone et quand nous sommes arrivés, beaucoup de femmes ont décliné. Soit parce qu'elles trouvaient prioritaire d'aller au champ, soit parce que c'est le cas de Pointe-Noire. Je crois que tous les collègues sont là. Nous avions travaillé dans le CG, au centre-ville, là, c'était quoi? Voilà, Félix Chikaya. Il s'est passé que quand nous sommes arrivés, il y avait 3 dames, je pense. Il y avait 3 dames qui étaient conviées, qui étaient même arrivées. Mais au portail, elles ont exigé d'être payées avant d'entrer dans la concession. Parce que les politiciens venaient de passer. Les politiciens, quand ils passent, ils distribuent l'argent pour acheter les suffrages. Parce que les citoyens savent que quand les politiciens gagnent les élections, ils ne les rencontreront qu'aux prochaines élections. Donc, quand vous venez dans un tel contexte, on ne comprend pas très bien ce que vous... Le temps de leur expliquer pourquoi vous êtes venus, il faut être déjà assis. Or, avant qu'on soit assis, elles ont demandé d'être payées au portail. Et nous n'étions même pas encore arrivés. C'est le directeur de l'école qui les a accueillis pour dire il y a une équipe de chercheurs qui est venue qui va vous entretenir. Elles n'ont pas attendu que nous soyons arrivés. Et quand on arrive, on constate, on n'avait pas leur téléphone pour essayer de courir après. Et c'est le moment où il est 10 heures. Ce jour-là, on avait commencé un peu en retard, où on devait démarrer. Le temps d'aller chercher à la cité, une dame qui a son programme la journée, vous venez dire, madame, s'il vous plaît, est-ce que c'était pas jouable? Donc c'est pour cette raison pratique qu'on n'a pas pu avoir les femmes à Pointe-Noire. Mais dans des localités comme à Evo, c'est parce qu'on n'a pas voulu surcharger le rapport en mettant les photos. À Evo, il y a eu au moins 4 à 5 femmes. À Owando, nous sommes tombés même sur un cas où la maman est veuve et sa fille aussi est veuve. Ils étaient parmi les enquêtés. On a eu beaucoup d'informations. À Wisso, on a eu des dames, quand on dit ici, autochtones, c'était bien. À Sibiti, M. Makita est venu avec ses 2 femmes. C'était très bien. Et à Sibiti, je le dis pour Madame la ministre Loumeto, Madame la préfète, on dit comme ça, de l'Ecomo nous a beaucoup, elle est très dynamique. Elle a pris son téléphone pour rappeler, il y a une équipe qui est venue, s'il vous plaît. Et c'est grâce à elle qu'on a pu avoir M. Makita et ses 2 épouses. Donc on a ainsi travaillé. Quand on sort d'une journée de consultation, chaque enquêteur a travaillé dans... Donc le préfet nous oriente vers le directeur de l'école qui met à notre disposition l'école. Nous avons travaillé, chaque enquêteur avec ses enquêtés est dans une salle. En tant que coordonnateur, je passe de temps à autre. Nous avions 2 collègues, 3 pour les 2 rapports. Observateurs du Conseil consultatif de la femme qui avaient le droit de sillonner pour voir comment, sans trop peser sur la conscience des consultés. Alors, fait comme ça, chaque enquêteur sort avec sa fiche. La fiche est signée et par lui et par la personne qui a été consultée. Alors, en rentrant, j'avais demandé que chacun ait son ordinateur pour aller un peu plus vite. Chacun a saisi. Quand nous avons bouclé la journée de consultation, nous nous sommes retrouvés dans la salle de plénière où chaque enquêteur a présenté la situation de son atelier pour permettre aux autres d'en tenir compte, pour avoir des informations transversales.
Et quand nous sommes rentrés à Brazzaville, les fiches m'ont été, toutes les fiches m'ont été envoyées. J'ai lu toutes les fiches. Et ainsi, j'ai fait, selon le plan du rapport qui a été adopté en amont, nous avions fait une proposition. Le Conseil consultatif de la femme aussi a fait des propositions de plan. Nous avons essayé d'harmoniser ça. Et c'est suivant ce plan harmonisé que le rapport a été fait. Je l'ai envoyé aux collègues. Chacun a réagi une fois, deux fois, trois fois. Et ça donne le brouillon que nous avons, pour lequel nous avons besoin de vos contributions. Et vous les avez faites. Nous vous en remercions énormément. Pour tenir compte de cela, et assez brièvement, à la page 49, élargir la base à 2002, oui, nous n'avions pas eu accès à l'ensemble de la documentation. Vous avez raison, parce qu'on est quand même en 2023. Merci beaucoup pour la remarque. Et même avant que vous n'en parliez, docteur, chers collègues, on s'est revus à Cotonou la semaine dernière. Madame la secrétaire exécutive en personne m'a envoyé un message que j'ai là, qui a dit exactement la même chose. Et j'ai dit, bon, on va aller recueillir le reste des observations, et comme ça, nous allons rassembler. On espère que du côté du journal officiel, on pourra voir facilement tous les décrets de nomination depuis 2010 jusqu'à maintenant. L'échantillon de 58 à 2009 nous a été facilité par l'ouvrage d'Emmanuel Okamba, La gouvernance, une affaire de société, l'Harmattan, 2010, où il a compilé tous les actes de nomination depuis 1958 jusqu'à 2009. Ça, c'était plus sûr, parce qu'on travaille la nuit. Il travaille toute la nuit. Bon, on ne peut pas aller à la bibliothèque la nuit. Bon, ça, j'ai à disposition à la maison. Donc, on a dû s'appuyer sur une base limitée. Merci beaucoup pour la remarque. On va l'intégrer. Alors, madame dit que l'affirmation est hâtive. Bon, on va regarder. La page 11, numéro 33, nombre exact. Famille. Bon. On prend les notes aussi rapidement. Pour le nombre de femmes, j'ai déjà expliqué, on a 97, 50 et 10 et 47. On aurait dû avoir 50-50 si les trois dames de Pointe-Noire ne s'étaient pas retirées dans les conditions que je viens de décrire. Et puis en amont, pour choisir même les personnes aux ressources, il y avait deux critères. Le premier critère, c'est la définition de la notion d'ethnie. Techniquement, dans le cadre de la méthode épistémo-éthique qui a été élaborée ici à l'université Marien-Ngouabi, nous avons trois critères pour qu'une communauté humaine soit appelée ethnie. Premier critère, c'est qu'elle dispose d'un territoire géohistoriquement localisable sur, par exemple, 100 ans, 200 ans quand on recule. On peut dire que, par exemple, les BMB, on les trouve sur ce territoire depuis 100 ans, depuis 200 ans. C'est assez stable, assez traçable. Deuxième critère, c'est le code éthique. Quels sont les éléments de principe, des principes de vie, les règles de vie par lesquelles on reconnaît cette communauté par distinction de telle autre. Quand ces règles sont clairement tracées, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est la langue. Quand nous combinons les trois critères, nous avons pu identifier exactement 80 ethnies sur l'ensemble du territoire. Et vous avez la carte ethno-linguistique en annexe. Généralement, entre-temps, quand on parlait des ethnies au Congo, on disait que c'est une soixantaine. Mais là, on a pu avoir exactement le nombre. Et à côté des ethnies de base, nous n'avons pas considéré les ethnies dérivées. Dérivées, ce sont les émanations, les dérivations. Premièrement, on a préféré prendre les ethnies de base. Donc, de cette façon, par localité, nous voulions avoir comme personnes aux ressources les personnes, femmes et hommes, âgés de 55 ans et plus, qui sont supposés connaître les traditions. Parce que l'objet ici, c'est cela. C'est le témoignage oral. C'est vrai que dans les faits, vous trouvez des jeunes de 30 ans qui connaissent mieux leurs traditions que des vieux de 60, que certains vieux de 60 ans. Mais quand on a pu tomber sur ce genre de jeunes, je ne sais pas quand on regardera pourquoi. C'est possible qu'on en ait eu comme ça. Mais la présomption de bonne foi va envers ceux qui ont vécu presque les indépendances et qui sont à la charnière entre la fin de la colonisation formelle et le début de la décolonisation. Comme ça, ils ont ce témoignage-là à l'esprit, parce que la méthode épistémo-éthique demande d'évaluer historiquement. Pour savoir ce qu'on fait aujourd'hui, il faut savoir ce qui s'était passé hier, pour mieux comprendre nos ambitions d'aujourd'hui. Il y avait donc cet élément-là. Au Kouilou, j'ai déjà expliqué.
page 45, l'article 15 et 17, le contenu, ce sont l'article 15 fixe le principe d'égalité entre les citoyens. L'article 17 fixe le principe de parité. Dans cette mesure-là, épingler même la population autochtone est une violation de la Constitution. C'est même une discrimination, c'est comment les anthropologues appellent ce terme-là, dans la mesure où la Constitution nous met en égalité citoyenne. Épingler une communauté à côté, c'est violer ce principe d'égalité. La page 52, explication du graphique. Bon, l'explication du graphique, c'est simplement la page 14, où on fixe l'échantillon. Pour dire que, en général, nous avions 97 personnes aux ressources. Et par département, nous avions tant de personnes aux ressources. Discriminés par sexe, on a tant et tant. Donc, les graphiques, comme vous voyez, reprennent juste cette situation présentée dès le début. C'est ça. Page 60. Compétence le jour, compétence le jour, compétence la nuit. Les sociétés endogènes étaient très exigeantes. Je prends souvent l'exemple, j'ai l'image ici, j'ai prise oui, quand vous allez en Gangalingolo, après le poste de péage, vous prenez la route qui va vers la montagne. Il y a un monsieur là, sur les abords de la voie, il a écrit « Interdiction formelle de jeter des ordures ici, sous peine de poursuite mystique ». Tout le monde respecte. C'est hyper propre comme il n'y en a pas, mais c'est aux abords du passage. J'ai vu à Wende, quelqu'un a écrit sur les abords, la parcelle aussi aux abords d'une rue fréquentée. Il a mis une cuvette en bas du mur et il a écrit « J'attends vos urines ici ». C'est hyper propre comme il n'y en a pas. Mais partout où on a écrit « Interdiction formelle de jeter les ordures ici, sous peine de poursuite judiciaire », c'est hyper sale comme ce n'est pas permis. Ça veut dire quoi? Parce que quand on voit ça, il ne faut pas se limiter aux faits observés. Il faut interroger les faits observés pour comprendre pourquoi il en est ainsi. C'est que les magistrats que nous avons, malheureusement, individuellement, que les gens sont dans un système tel que la corruption au tribunal, c'est la chose congolaise la mieux partagée. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque session du Conseil supérieur à la magistrature, le chef de l'État prend des sanctions, mais il prend à une session, mais c'est déjà garanti qu'à la session prochaine, il en prendra d'autres. Ça veut dire que cette affaire-là, on ne sait pas encore mettre la main. Par contre, dans les traditions, les gens étaient très disciplinés parce qu'on sait que la sanction est garantie inévitablement et elle vient de façon imprévisible. Les sanctions mystiques, vous ne savez pas à quel moment ça vous prend, donc les gens se gardent. Et si nous voulons avoir la discipline aujourd'hui, peut-être qu'en recourant, je ne dis pas qu'il faut recourir aux pratiques bizarres, mais en recourant au moins à l'esprit de nos traditions, on trouverait des solutions à la fois pour la discipline qui manque dans le pays aujourd'hui et aussi pour l'assainissement public. Vous vous baladez dans la ville comme tout le monde. Ça donne l'impression qu'il n'y a pas de mer dans la ville. Bon. À ce moment-là, compétence la nuit, compétence le jour, ça signifie que dans la période antécoloniale, dans tous les départements que nous avons traversés, l'esprit est le même. On promeut la femme au regard de sa bonne réputation. Et quand c'est fait, il y a des fonctions comme juge coutumier, comme notable, auxquelles les femmes n'arrivent que si et seulement si elles présentent des qualités exceptionnelles et si, malheureusement, elles acceptent de s'affranchir de leur féminité. Les collègues sont là, nous étions à Evo. À Evo, l'enquête se terminait vers 18h45, donc la nuit commençait. Et les gars se regardaient dans les yeux. Après, il y a un qui a dit, mais c'est ça la sorcellerie, c'est ça la sorcellerie. Mais si c'était à la limite effroyable, là-bas, quand, par exemple, le principe c'est la dévotion du pouvoir, c'est de père à fils, d'oncle à neveu. Bon, mais quand un père qui a eu fille et garçon comme enfant, et qui n'est pas rassuré de la conduite de ses garçons, décide que son pouvoir revienne à sa fille,
il ne le fait pas savoir publiquement, il le fait savoir à un parent, mais qui ne vit pas dans le même village. Et 2, il le fait savoir à son ami, qui peut vivre dans ce village ou non. Et quand le monsieur décède, pendant qu'on fait les formalités pour préparer la dévotion, alors il peut y avoir le garçon qui se dit, bon, en tant que premier garçon, ça me revient. Le garçon va entrer dans la case du pouvoir traditionnel, il ne verra rien, aucun attribut du pouvoir. Mais l'ami viendra de son village, le parent viendra du village pour dire, ah, de son vivant, le défunt m'a dit ceci. L'ami et le parent disent la même chose. À ce moment-là, quand la fille qui est désignée rentre dans la case, elle trouvera les attributs du pouvoir. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de la tricherie qu'on peut avoir aujourd'hui, où celui qui ne mérite pas un poste en met, là où ce ne devait pas être un notable, on va désigner, fabriquer même les notables dans les villages. C'est bien que quand on parle, les notables la parlent, mais la nature ne les écoute pas. On voit ce qu'on voit à l'affaire de Kintele. Donc, il est compétent le jour par rapport à sa bonne réputation. Il est compétent aussi, elle compétente aussi la nuit, parce qu'elle se fait écouter par les mânes du fait qu'elle a une vie réglée. On peut prendre une femme veuve, parfois on peut prendre une jeune fille même. Mais à ce moment-là, lorsqu'elle passe par le rituel d'initiation, elle perd sa féminité. Elle n'a plus les menstrues, elle n'accouchera plus, etc. Donc c'était très sévère de cette façon-là, si bien que quand on y arrive, ben, on respecte. Lorsqu'on est arrivé quelque part par le mérite, on a un comportement convenable. Mais lorsqu'on est arrivé en montant sur le dos ben, on fait le petit garçon, parce qu'on sait qu'il y a papa qui est là, après tout, on ne va jamais me dégager, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Et vous avez vu le cas que j'ai pris à Mbouambé-les-Fini. C'était une dame, hein. C'est quand même là, c'est quand même Mbouambé-les-Fini là. C'est quand même là. On ne pouvait pas mettre une femme qui dort la nuit. Je suis désolé. Page 61, communauté, 6e ligne. Oui, merci beaucoup pour la vigilance. On va corriger. Page 62. Pourquoi ne pas mettre atomique? Non, c'est en référence au concept physique que nous avons pris ces deux termes-là pour qualifier le type de famille. Et puis bon, on est adultes là. Donc on ne dit pas les choses comme ça. Vous les vivez dans vos familles. Qui ne sait pas dans sa propre famille qu'elle est élargie? Est-ce qu'on va apprendre ça à quelqu'un ici? Mais le code de la famille, à en juger par la qualité de la clé de répartition du patrimoine, montre que la priorité est faite à la famille, l'option est faite pour la famille, le modèle de famille atomique qui est celui de l'Occident, et qu'on applique en contexte bantou, et ça donne toute la répulsion que l'on voit avec les conséquences, notamment la sorcellerie, comme j'ai décrit tout à l'heure. Page 70, premier paragraphe, marqué Nzobi. Oui, on va, pour le cas de la Likoumou, comme pour le cas de la cuvette ouest, on va le faire apparaître clairement. Premier paragraphe, deuxième, vérifier encore. Les aires Congo. Bon, il y a eu un colloque ici, c'était au mois d'octobre ou novembre, professeur Diazinga, 2018, sur vie et existence dans le royaume Congo. Et les débats qui sont suivis dans toutes les disciplines, donc interdisciplinaires, ont montré qu'on est plus proche de la réalité quand on dit Congo que quand on dit Congo. Bon, moi, depuis là, il y avait tout le monde, les Ndingambo, et là. Depuis là, moi, qui ne suis pas historien, j'ai choisi désormais, dans mes papiers, j'écris Congo. De toute façon, quand vous interrogez un Congolais qui est de l'ère Congo, il dit toujours Congo. Pourquoi, en français, nous devrions ne plus restituer? Madame la professeure a dit tout à l'heure, il faut qu'on traduise les instruments juridiques dans nos langues. Mais ça ne va pas marcher parce que dans nos langues, l'intonation, les images auxquelles renvoient par exemple les droits de l'homme, ce sont les droits du peuple français qui a fait sa révolution. Et comme il a gagné la guerre de la colonisation, on vous impose ça. Les chefs d'État africains ont adopté ça. Quand on rédige la Convention de Vienne, quel pays africain était là? Et puis vous dites que c'est les droits, c'est universel. C'est des abus de langage. Avec ça, on ne va pas se développer. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la culture. Mais les Chinois, pour se développer, ils ont fait une révolution culturelle. Les pays asiatiques se sont développés dans le cadre de l'arrimage à la technologie. Ils ont envoyé leurs étudiants partout, notamment aux États-Unis, pour aller piquer le secret des autres.
mais ils se sont assis sur leur tradition en développant, et c'est ça qui donne ce que nous voyons aujourd'hui, et c'est ça que les Congolais ne savent et ne veulent pas faire. Bon, le mot tort a été mal écrit. Nous, dans notre métier, nous acceptons de nous tromper publiquement. Merci beaucoup de nous aider. Professeur Dikengo, inégalité dans la distribution. Madame la secrétaire exécutive a déjà répondu. Merci pour toutes les félicitations, pour ne plus y revenir une deuxième fois. L'échantillon, j'ai expliqué, on ne prenait que des personnes dont on était à peu près sûr qu'elles connaissent les traditions. Ici, ce n'est pas la quantité qui joue, c'est la qualité. Comme on sait, ceux qui ont le savoir ne sont pas nombreux. Ceux qui ne savent pas, qui sont plus nombreux que ceux qui savent. Parce que déjà, si quelqu'un sait, il ne se présente pas comme tel.